On dit souvent que ces programmes qui sont nouveaux, ça c'est parce que nous avons la chance d'enseigner une discipline qui change et qui change aux côtés des besoins de la société. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, les étés sont plus que jamais nécessaires. Et cette réunion entre nous a un petit côté de réunion de dinosaures avant la météorite. Parce que on sent bien qu'il y a de plus en plus besoin de VT, mais il y en a de moins en moins dans les programmes. Donc voilà, les dinosaures sont là et la météorite va arriver. Et évidemment, on ne sera pas préparé. Alors ça, c'est un programme, un combat important, le combat pour les VT, vous, dans les établissements, pour favoriser la prise de cette option le plus souvent possible, en rendant sexy la seconde. Ça, c'est vraiment vital. Après, nous, on essaie de se battre au niveau national avec l'insuccès le plus total que vous pouvez imaginer, mais quand vous retrouverez le genre d'argument que nous poussons auprès des ministères et des décideurs dans l'interview que j'ai récemment proposé avec Julien Caboche sur le café pédagogique, le site du café pédagogique. Et puis, je vous rappelle aussi que si vous pensez qu'il est nécessaire au niveau national de bouger, il faut des structures qui aient les moyens de bouger. Quand on n'arrive pas à la PDG, on ne peut pas se plaindre qu'il n'y ait pas une voix forte qui transmette la nécessité des équipes auprès des instances. La PBG fut puissante, à cette époque-là, les équipes ont réinvesti les programmes. Aujourd'hui, elle est plus très puissante parce que tous les gens adhèrent et sa voix est moins entendue. Donc nous avons tous entre les mains la possibilité politique d'un côté et le devoir éthique au regard de ce que nous savons, de ce que nous présentons des besoins de la société, de promouvoir les effets. Et dans les nouveaux programmes, il y a une des dimensions que vous est proposée, bien la chose plus technique, qui intègre le fait que ces dernières années, en recherche, d'une part, le monde microbien c'était beaucoup plus présent, on savait qu'il était partout, on voit maintenant qu'il habite non seulement le monde, mais il habite des fonctions, c'est ce dont je vais parler aujourd'hui. Et on s'est aussi rendu compte que même si d'emblée nous avions conçu que beaucoup d'interactions négatives, ou au moins une des espèces en présence, je pense à de la compétition ou à du parasitisme, à de la prédation, si beaucoup d'interactions négatives sont effectivement importantes et leurs dégâts sont visibles dans les écosystèmes, il y a aussi des interactions à bénéfice mutuel, ce qu'on appelle le mutualisme, qui est extrêmement présent, fréquemment, quotidiennement présent et massivement présent dans les interactions entre espèces. Et pour le coup, vous allez voir aujourd'hui, ce mutualisme s'incarne très particulièrement dans ce qu'on appelle la symbiose, c'est-à-dire les cas de mutualisme où les deux partenaires coexistent physiquement ensemble, et aussi l'un contre l'autre. Alors, mon exposé sera divisé en 4 parties, et la première sera consacrée à la plante, pour vous montrer déjà qu'une plante, telle que nous la concevons, n'existe pas sans microbes. Après, on parlera d'animaux, après, on parlera de civilisation, et comme on aura fini à peu près tous les entours, eh bien, on passera au dessert pour la conclusion. Ce que je voudrais d'abord vous proposer, c'est de regarder un petit peu de près la plante, et un premier chose qui frappe même les citoyens dans la rue, c'est que la plante est verte. Or, je voudrais vous rappeler que si la plante est verte, et tout ce qui s'ensuit de cette verdeur, c'est une histoire de microbes. Les plantes sont vertes. Bon, alors, je suis désolé, mais les photos viennent souvent d'écosystèmes tempérés. C'est vrai que cette trait qui va revenir souvent peut paraître exotique ici. Ils sont verts parce qu'il y a la chlorophylle, évidemment, cette chlorophylle se trouve dans les chloroplaste, et ces chloroplaste sont les organites, je dis bien ce sont les organites, qui font la photosynthèse, c'est-à-dire qui sont capables de convertir, grâce à l'énergie captée par la chlorophylle et d'autres pigments photosynthétiques, de convertir le CO2 en sucre. Ces organites, je définis un organite comme une partie de la cellule qui est séparée du reste de la cellule par une ou plusieurs membranes. Voilà, pour le coup, on a vu. Ces organites, pour le coup, ont une particularité qui est de contenir de l'ADN. Vous savez, ça a été trouvé dans les années 60. Ils ont une deuxième particularité qui est d'être entouré de 2 membranes. Et ils ont une troisième particularité qui est de réaliser la photosynthèse. Historiquement, la photosynthèse était découverte sur les plantes, mais aujourd'hui, on sait très bien que la photosynthèse, tout le carbamazène, le cycloplasme, le pintouin, tout ça, ce sont des métabolismes bactériens. On connaît d'ailleurs des bactéries libres, les cyanobactéries, qui sont capables de réaliser ça. Malgré sa construction récente, je vois très bien sur cet établissement des fissures un peu grises, gris-bleutées qui commencent à apparaître sous l'effet du ruissellement de l'eau. Cette patine-là que prend la roche en façade, ce sont des cyanobactéries massivement. Et ces cyanobactéries ont une photosynthèse tout à fait identique à celle du plaste.
D'autre part, ces deux membranes qui entourent le plasme, bien, c'est effectivement ancienne membrane de phagocytose qui entourerait une bactérie limitée par sa propre membrane. D'autant plus que l'ADN qui est dans le plasme rappelle un ADN bactérien. Ça va régresser, vous imaginez, l'adaptation à la vie cellulaire, le fait que cet organisme, enfin, le plasme n'a plus à remplir toutes les fonctions que remplit une cyanobactérie libre. Mais on sait aujourd'hui que les plasmes sont des cyanobactéries intracellulaires, c'est-à-dire des cyanobactéries qui sont rentrées dans un lointain ancêtre des plantes, qui se multiplient dans les cellules et qui sont donc transmises déjà de génération cellulaire en génération cellulaire et ensuite de génération en génération, souvent par voie maternelle, parfois par voie paternelle. Voire les deux d'ailleurs. Alors donc, les cyanobactéries et guerrières qui sont entrées dans les plasmes ont amené à la plante la couleur et la photosynthèse. Il faut bien réaliser que la propriété de photosynthèse n'est pas consubstantielle à l'ancêtre de la plante elle-même, mais qu'un apport dans cet ancêtre par l'acquisition de place. Et pour le coup, la preuve forte de ça, c'est quand on utilise les gènes contenus par le génome des plasmes pour reconstituer les phylogénies, on trouve, voilà une grande phylogénie ici des cyanobactéries, et on voit très bien que l'ensemble des plasmes, des algues, des plantes vertes et des groupes verts qui sont des algues rouges, tout ça, ça dérive, ça ce sont les plasmes. Il s'insère dans l'arbre des cyanobactéries, il y a un ancêtre commun de tous les plasmes, dont le groupe frère est une glomérulomargaritale. Bon, donc, l'histoire est simple, on voit très bien ici que d'un point de vue phylogénétique, le génome qui est dans les plasmes est un génome cyanobactérien, donc on peut dire que le plasme est une cyanobactérie. Parfois on est gêné, les gens sont gênés, on dit le plasme est une bactérie. Et en particulier que le plasme est une cyanobactérie. Parce que les gens me disent souvent, bah non, c'est un organite. Mais ce n'est pas opposable. Je m'appelle Marc-André Solos. Et pour le coup, Solos, c'est un nom qui retrace une origine phylogénétique. Je suis Solos depuis que un lointain ancêtre de l'hypothélie a eu un nom de famille, donc c'est un nom du XVIIe, peut-être du XVIe. Après, les Solos, il y en a qui font des tunnels pour faire passer les lecteurs à Paris, il y en a qui sont profs d'université, il y en a qui sont profs au muséum, il y en a qui sont profs d'histoire géo, on est un peu durement dans la famille impactée par l'enseignement. Bon, il y en a un même qui est agriculteur. C'est un agriculteur très spécial, il fait du champagne. Bon, quand on tape Solos sur internet, on ne trouve pas ce que j'essaie de faire, on trouve surtout ce champagne qui est dans la femme. Bon, bien écoutez, ça veut dire que le métier, lui, il est indépendant de l'origine. Et bien ici, quand on dit organique, c'est une situation, c'est une description physique. Ok? Et quand on dit que c'est une cyanobactérie, c'est autre chose, ça renvoie à l'origine. Vous y êtes? Et en fait, si on prend les choses à l'envers, il y a deux façons de faire un organique dans l'évolution. La première, c'est de complexifier la cellule. C'est par des flux membranaires, des choses comme ça qu'on a fait le réticulum, les vésicules, l'enveloppe nucléaire. Vous y êtes? Une voie que je dirais autogène, c'est la cellule qui se complexifie, qui se diversifie. Vous y êtes? Et l'autre façon, c'est de recruter un symbiote qui est fait un organique. Il y a donc des organiques autogènes issus de la production propre de la cellule et des organiques qui sont issus de l'incorporation d'une bactérie. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Vous savez, dans l'évolution, il y a toujours les deux façons d'évoluer. Vous pouvez soit récupérer des propriétés existantes dans le milieu, par exemple, les légumineuses qui fixent l'azote, les luzernes, les ptérocarpus littorales, les pois chiches, ont recruté une bactérie pour fixer l'azote. D'accord? Cette bactérie, elle, comment elle a inventé la fixation de l'azote? Inventé au sens de trouver la fixation de l'azote, c'est par des mutations qui ont fait que petit à petit, la fonction de fixation de l'azote a émergé. Vous y êtes. Donc la fixation de l'azote, c'est pareil. Vous pouvez la faire évoluer par vous-même, de façon, j'allais dire, de nouveau, autogène, ou par association. On peut évoluer par soi-même ou par association. Ce sont les deux moyens par lesquels de la nouveauté peut se présenter dans l'évolution. Voilà. Alors, revenons à nos cyanobactéries. Voilà un petit paysage alpin. Désolé, c'est pas encore pas ici, mais je suis sûr que vous pouvez faire des photos semblables. On voit très bien sur la roche des pissures un petit peu gris-bleu. Ça, c'est des cyanobactéries libres. Et des plantes vertes. Ce sont des cyanobactéries symbiotiques. Et j'insiste lourdement, les plastes sont des cyanobactéries pour une autre raison technique qui parlera, j'en pense, surtout à ceux qui ont un peu enseigné la classification phylogénétique au lycée. Pourquoi? Parce que les cyanobactéries libres, c'est l'état ancestral. Elles ont d'abord été libres. Et puis, ensuite, dans l'évolution, certaines sont devenues des plastes.
Bon, si je dis, bon, les plastes, hein, c'est l'état dérivé. Donc les plastes sont monophylétiques, ils ont un ensemble commun et ils contiennent l'ensemble des dérivés. Si je dis les cyanobactéries, c'est juste celles qui sont libres, et les plastes ne sont plus des cyanobactéries. Je vais fonder sur l'état libre étant l'état ancestral. Les cyanobactéries telles que je vais les définir vont être fondées sur un état ancestral, sur une plésiomorphie. Donc elles vont être paraphylétiques. Bien sûr, elles auront un ancêtre commun qui donnera toutes les cyanobactéries libres, mais on les aura privées des descendants qui sont devenus libres, qui sont devenus des plastes. Vous y êtes? Donc si on dit les plastes ne sont pas des cyanobactéries, en fait on rend les cyanobactéries paraphylétiques. Donc c'est une autre raison phylogénétique de dire ça. Pourquoi j'insiste sur ce point? Notre science est rarement prédictive. La biologie est très rarement prédictive. Mais pour le coup, quand vous dites les plastes sont des bactéries, vous commencez à avoir la possibilité de répondre à des questions à propos des plastes en disant comme les bactéries. Par exemple, je vais vous poser une question. Comment le plaste se divise-t-il en deux? Vous savez que les plastes se multiplient en se divisant en deux. Comment? La réponse est comme les bactéries. On a recherché les gènes et les protéines qui, dans les bactéries comme Escherichia coli, coupent la bactérie en deux, et on a élucidé, en moins de quelques mois, il y a longtemps déjà, la machinerie de division du plaste. Alors elle est un peu rebricolée, modifiée, ça ne se passe pas tout à fait pareil, mais dans le détail, vous voyez qu'on arrive à être heuristique. Ce que l'on appelle heuristique, c'est un mot un peu barbare, hein, c'est avoir de la capacité à découvrir. Et la vision du plaste comme une bactérie, c'est heuristique. Ça vous permet de découvrir du neuf, ou de prédire des propriétés, de les tester ensuite. Vous y êtes? Donc c'est pas rien de dire que les plastes sont des cyanobactéries. C'est phylogénétiquement exact, scientifiquement heuristique, et en plus, ça permet de se secouer la tête et de différencier d'où on vient et ce que l'on est. Après tout, à partir d'un ancêtre commun, il y en a qui sont restés dans la flotte et qui puent quand on les met à sécher dans l'air, c'est les poissons, et il y en a d'autres qui sont passés dans l'air et qui parlent dans un micro, c'est nous. Vous y êtes? La diversification, ça existe, et quelque part, c'est l'accepter pour les cyanobactéries. Bon, alors donc, maintenant, mes cyanobactéries permettent aux plantes de faire la photosynthèse, et donc finalement d'exploiter les ressources gazeuses et lumineuses atmosphériques. Mais ce n'est pas tout, il faut encore exploiter le sol. Et pour exploiter le sol, il faut aussi des microbes. Alors, certains me sentent venir ici, on va parler de mycorhizes, hein. Mais je voudrais d'abord vous raconter ce qui est arrivé quand les Européens ont essayé d'introduire des pins dans les régions tropicales, les îles, donc les petites Caraïbes, d'une part, l'Amérique du Sud et l'Afrique. Les pins, vous voyez, ils sont dans l'hémisphère nord, il n'y en a pas dans les petites Caraïbes, il n'y en a pas en Amérique du Sud, il n'y en a pas en Afrique. D'accord ? Or, quand on est arrivé avec des bateaux, les bateaux avaient souffert de la traversée, il fallait les remater, et pour faire des mâts, les pins, c'est droit, c'est un bois plein de résine, ça pousse vite et partout. Hein, en métropole, par exemple, c'est des pionniers. C'est vraiment les premiers arbres qui reviennent. Et on s'est dit, en plantant des graines, on va avoir des mâts en moins de 2. Raté, quand vous plantez votre graine, elle donne quelques aiguilles vertes, qui jaunissent, qui tombent, et si ça survit, c'est haut comme ça à 15 ans. Bon, ça ne fait pas des mâts, ça. Et c'était assez bizarre, mais les gens de l'époque étaient pragmatiques. Ils se seraient peut-être posé plus de questions s'ils avaient fait des études, mais là, ils n'avaient pas fait d'études, et du coup, ils ont juste amené des pins déjà enracinés, des pins en pot, déjà racinés, avec de la terre d'Europe, qu'ils ont introduit, et là, ça a poussé comme ça veut. Je ne sais pas si vous avez des pins en Martinique qui poussent ici ou là, mais ils sont un peu invasifs, même maintenant. Alors, c'est souvent le pin des Caraïbes, qui vient des grandes Caraïbes, hein, ici. Je sais que la route de la traversée à la Guadeloupe, c'est en train de se boiser de pins à vue d'œil. Et maintenant, ils sont invasifs. Alors la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé qui faisait que ça ne poussait pas avant et que ça poussait après? C'est simple. Alors là, c'est vraiment la photo de compétition. Hein. Tout le monde rêve de trouver ça dans la nature, parce que là, on voit le champignon, parce qu'il y en a vraiment plein dans le sol. On a introduit, sans le savoir, des champignons du sol qui, en fait, s'associent, vous le voyez, aux racines. Cette association aux racines, dans le cas des arbres des forêts tempérées, est une association extrêmement visible parce que le champignon fait un manchon autour de la racine. Et alors du coup, on voit très très bien que cette racine n'est pas une racine seulement, c'est à la fois une racine, rhiza, et du champignon, myco. C'est une mycorhize. Alors, mycorhize, je sais dans les copies comme professeur d'université, puisque dans un lointain passé, j'ai été prof d'université,
que mycorhize, le nombre de R, la position des H varie, mais il ne faut pas psychoter, quoi. C'est myco comme dans mycologue et rhiza comme dans rhizogénèse, rhizotron ou rhizoïde, mais alors d'accord, c'est un petit peu moins intuitif, mais enfin, normalement, on doit arriver à ne pas se planter sur le nombre de R et la position des H. J'ai toujours dit ça à mes étudiants et j'ai vu dans les copies les pures horreurs, donc je ne me fais aucune illusion. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ceci n'est ni du champignon ni de la racine, c'est un mélange des deux. Les champignons qui font ça, c'est ceux qu'en forêt tempérée, on trouve sous les arbres. Parce que pour le coup, eux aussi ont besoin des arbres. Et en fait, en région tempérée, on ne s'en est pas aperçu de cette histoire-là, parce que ces champignons étant partout, leurs spores sont partout, quand on plante une graine d'arbre, elle trouve le champignon et c'est bon, ça se résout. Alors, en forêt, en région tempérée, on trouve des bolets, des cèpes, des girolles, des cortinaires, des russules. Vous n'en trouvez pas trop par chez vous. Je vous dirai où vous pouvez en trouver. Mais pour le coup, c'est des choses qui sont... dans les forêts tempérées, il y en a partout. Voilà. Il y a même les truffes. Vous savez que pour en obtenir, il faut planter des arbres parce qu'elles font aussi ce type de mycorhize. Alors donc, on a ici une interaction qui est vitale pour les deux partenaires où la plante donne des sucres et des vitamines aux champignons qui sans ça ne se développent pas. Ces champignons forestiers, on ne les trouve qu'en forêt. Et le champignon, lui, va chercher l'eau et les sels minéraux qui sont bien trop dilués dans le sol pour que la racine puisse se nourrir. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que si c'est plus intéressant, c'est bon, si vous me récupérez tous les morceaux, on continuera. Si vous, il me faut par contre ma deuxième pile, merci. Si vous... Il y a une chose qu'on ne dit jamais assez et qui est vitale pour comprendre l'importance des mycorhizes. C'est que pour le coup, le champignon a des filaments qui sont beaucoup plus fins que ne le serait la plus fine des racines. Et donc c'est beaucoup moins coûteux d'avoir un champignon qui va chercher à distance des sels minéraux que de faire une racine même très fine qui irait là-bas. Ça coûte 100 fois moins en biomasse. Tout l'intérêt de la mycorhize, c'est de la sous-traitance. Vous prenez le partenaire quand vous en avez besoin et pas sinon, et il vous coûte moins cher que ne vous coûterait le travail vous-même. D'accord ? Et c'est comme ça que ça marche. Alors ça, c'est quelque chose qui est présent sur les arbres des forêts tempérées et qui, l'intérêt, c'est de révéler en déplaçant les arbres sous les tropiques que c'est vital. Ce n'est pas une option, ce n'est pas que ça pousse mieux, c'est que c'est vital. Alors, maintenant, la question, c'est que se passe-t-il sur les plantes herbacées des milieux tempérés et que se passe-t-il sur toutes les plantes des milieux tropicaux? Alors, je vous ai pris ici une plante herbacée. Bon, d'accord, elle est grande, mais enfin, c'est quand même une annuelle. C'est le maïs. Ah oui, tiens, c'est le maïs. C'est très intéressant comme expression. On en reparlera tout à l'heure. Le maïs. Mais c'est le maïs, oui. Et on voit très bien, c'est... Oui, laissez-vous aller, racines, parce que le but est que vous disiez ce que ce n'est pas. Ce ne sont pas des racines, ce sont des mycorhizes. Sauf que là, le champignon, il ne se voit pas en surface. Vous pouvez le mettre sous une loupe bino, vous ne verrez pas trop le champignon, d'accord? Et du coup, on a tous envie de dire que c'est une racine. Mais dites-vous que 9/10 des choses que vous avez appelées des racines dans votre vie, quand on les met au microscope et qu'on colore correctement, alors comment colorer correctement? J'y reviens tout de suite. Eh bien, on voit des filaments de champignons qui, en plus, rentrent en se ramifiant dans les cellules racinaires. En fait, cette racine est colonisée par des champignons. C'est donc aussi une mycorhize, mais d'un autre type, car ce ne sont ni les mêmes plantes, ni les mêmes champignons. Donc, leur interaction conduit à une morphologie différente. Alors, vous allez me dire, comment colorer ça? C'est simple, il y a une réponse toute bête, adhérer à la PBG. Non, il y a un article très bien dans la PBG qui explique où aller chercher ces mycorhizes, comment les colorer, ou commander le bleu coton. Vous y êtes? Alors, comme évidemment, je parie que vous n'êtes pas tous adhérents à la PBG, ça va faire partie de la pochette documentaire que Florence mettra à votre disposition sous forme d'un lien valide, si tu reprends mon lien, seulement dans les 7 prochains jours. Donc, précipitez-vous. Il y en a pour tout le monde, mais... Alors, en fait, dans ce type de mycorhize qui est moins visible et qui est plus universel par contre, puisque c'est sur les plantes herbacées des régions tempérées et sur à peu près toutes les plantes tropicales, on a le même échange et au total, 9/10 des plantes présentent des mycorhizes pour exploiter le sol. Les 10% d'autres plantes, c'est des plantes de milieux riches, très riches. Et là, la plante n'a pas besoin du champignon pour aller chercher les ressources dans le sol. Mais dans les sols ordinaires,
c'est vital, et 9/10 des plantes n'exploitent pas le sol sans mycorhizes. Je vais vous dire même, on a aujourd'hui des preuves paléontologiques, et vous aurez un article qui en parle dans la pochette, qui montre que les plus vieux fossiles de plantes n'avaient même pas de racines, mais déjà des champignons qui colonisaient des tiges prostrées. D'accord? Donc c'est vieux comme, pas comme le monde, mais c'est vieux comme les plantes, cette histoire. Ok, alors le problème, c'est qu'avec les mycorhizes, on va arriver à l'idée que certaines associations ont des rôles multiples, car les mycorhizes ne permettent pas simplement l'alimentation, elles permettent aussi une protection. Commençons par les mycorhizes superficielles. Alors, je lâche le mot technique, c'est ce qu'on appelle les ectomycorhizes, où le champignon est dessus, que l'on trouve sur les arbres des régions tempérées. Vous remarquez que les cellules vivantes de la racine ne voient jamais le sol. Si elles sont jeunes, comme sur ces jeunes racines en croissance par ses extrémités, elles sont impactées dans du champignon. Si elles sont plus vieilles, elles sont dans des racines qui commencent à faire une écorce, c'est-à-dire un revêtement de cellules mortes protecteurs. Est-ce que vous réalisez que les cellules racinaires vivantes des racines d'arbres n'ont pas vu le sol depuis des centaines de millions d'années? Elles ne le touchent pas. Alors vous allez me dire, ouais, bon. Allons à la plage. Vous connaissez cet arbre-là? C'est le résinier bord de mer, Cocoloba uvifera. Le cocoloba fait partie des rares arbres des régions tropicales qui aient des ectomycorhizes. Vous les voyez ici. C'est des mycorhizes avec un manteau de champignons. Malheureusement, les champignons qui s'associent au cocoloba n'ont pas vraiment aidé les pins, et le fait qu'il y ait des cocolobas partout en Amérique du Sud n'a pas vraiment aidé les pins à s'installer. C'est des champignons qui sont vraiment pour le cocoloba et pas pour les autres. Bon. N'empêche que le cocoloba, résinier bord de mer, qui a les papates, je veux dire les racines, dans l'eau de mer, à marée haute ou lorsque ça souffle un peu fort, il a du sel sur les racines. Eh bien, je vais vous dire, le cocoloba, quand vous l'élevez tout seul, il ne supporte pas le sel. Vous lui rajoutez des mycorhizes, notamment ce scléroderme, là, qui est un de ces champignons mycorhiziens, et bien là, il devient tolérant au sel. Pourquoi? Parce que les cellules de ces racines ne tolèrent pas le sel, mais elles ne le voient jamais. Elles sont soit emballées dans du champignon, soit dans une racine plus âgée où il y a de l'écorce. Vous remarquez comment c'est fort. Enfin, est-ce que vous réalisez que la plupart des plantes calcicoles ne supportent pas le calcium? Il faut qu'elles aient leurs champignons. Mais ça, c'est parce qu'en fait, vous avez vraiment un rôle de protection, et ici, un rôle de protection contre les agents abiotiques, les toxiques du sol, les molécules qui, en grande quantité, deviennent toxiques. D'accord? Alors, quelqu'un me disait tout à l'heure avoir cherché désespérément à déterrer des racines de cocoloba. Il faut dire que c'est moins simple que sous un hêtre ou sous un pin. C'est des toutes petites racines mycorhizées. Et, bon, vous pouvez essayer de le faire, mais ce n'est pas bien aisé. C'est un tri qu'il faut faire à la loupe. Je ne suis pas sûr que le cocoloba vous aidera, et vous aurez peut-être plutôt intérêt à colorer des mycorhizes plus internes, les endomycorhizes. Là, vous y arriverez à coup sûr sur des plantes de milieux pas trop riches. La protection de la plante est aussi une protection contre des agents biologiques, et pour le coup, elle est une protection contre les agents biologiques qui passe par des moyens indirects. Alors avant de reprendre cette idée, je voudrais vous montrer l'expérience suivante. Soit des tabacs d'une variété moderne. Vous savez que les variétés modernes, tous les individus sont génétiquement identiques. D'ailleurs, ça pose le problème de champs qui sont soit complètement résistants aux pathogènes, soit complètement sensibles aux pathogènes. Donc j'ai mes tabacs qui sont identiques et je les sème avec ou sans mycorhizes dans des pots. C'est des mycorhizes, le tabac c'est une herbacée, donc c'est des mycorhizes qui vont être encore ces mycorhizes internes, là, des endomycorhizes. Et pour faire bon compte, je mets beaucoup de sels minéraux de façon à ce que ça pousse quand même, puisque ça pourrait crever parce que ce n'est pas bien nourri. Et donc mes plantes se développent également dans ces conditions, et maintenant je leur mets sur les feuilles en 2 points une inoculation d'un parasite qui s'appelle la pourriture grise. Parce qu'en fait, ça fait grisonner les feuilles. C'est des tissus qui meurent en devenant gris. Là, vous avez un gros grisonnement, je ne sais pas si vous le devinez, qui occupe une grosse partie de la feuille. Eh bien, cette pourriture grise, que vous connaissez peut-être sous le nom qu'elle a quand elle atteint des raisins très très mûrs. On parle de la pourriture noble. C'est ce qu'on a dans le sauterne. Ce n'est pas le mildiou c'est un parasite de feuilles. Là, c'est vraiment quand ça atteint des raisins très mûrs, ça donne un goût spécial au raisin, et c'est le goût qu'on a dans le sauterne. Bon, peu importe. Sur du vieux raisin, c'est une bonne nouvelle. Sur des feuilles, c'est une catastrophe parce que ça les fait grisonner, ça les tue. Bien.
Eh bien, quand on regarde en répétant l'expérience plusieurs fois, la surface de la feuille altérée quand il n'y a pas de mycorhize ou quand il y a mycorhize, on s'aperçoit que quand il y a des mycorhizes, il y a plus de 2 fois moins de surface abîmée. La plante s'est mieux défendue. Et quand on regarde l'accumulation de composés de défense dans les feuilles, je parle bien d'accumulation parce que vous voyez, au début, il n'y en a presque pas. Eh bien, ces composés-là, ils s'accumulent lentement et pas beaucoup dans les plantes non mycorhizées, mais très vite et très fort dans les plantes mycorhizées. Ces composés de défense, ce sont des protéases que produit la plante. Ces protéases sont relarguées quand la cellule meurt, et comme toutes les protéases, elles découpent les protéines. Et en fait, elles vont notamment découper les protéines du champignon, et notamment les enzymes avec lesquelles il attaque la plante. Donc, c'est des enzymes anti-enzymes. Mais peu importe, ce qui compte, peu importe finalement que ce soit des enzymes qui découpent celles du champignon, ce qui compte pour nous, c'est de voir que c'est une réponse induite, puisqu'elle n'est pas là au départ, et deuxièmement, qu'elle est plus induite, plus fort, et ça fait moins de maladies quand la plante est mycorhizée que quand elle n'est pas mycorhizée, alors même que ces plantes sont génétiquement identiques. Donc ce qui compte, c'est qu'elles aient un champignon sur les racines ou pas, plus que leur génome de ce point de vue-là. Et là où c'est un tour de magie, c'est que c'est à distance. Le champignon mycorhizien, il est sur les racines, et l'effet, il est dans les feuilles. Vous voyez que vous avez un effet modificateur du système immunitaire, qui est un effet de défense, mais indirect, puisque ça passe par une modification de la plante, et à distance. C'est un vrai coup de baguette magique. Hein. Alors vous allez voir que ce coup de baguette magique, on le refera tout à l'heure. Exactement pareil, sur une souris. Mais bon, en attendant, vous voyez que la défense est à la fois directe et indirecte par une modification, une forme de développement du système immunitaire. J'ai tout le monde, ma plante mange, elle se défend, et quelque part, son développement a été modifié par la présence du champignon. Alors maintenant, en fait de développement, j'aimerais vous montrer qu'il y a aussi une autre chose qui se produit dans le développement, l'acquisition de la forme et qui est microbien. Alors je reprends ma diapositive, d'accord, ce n'est pas une forêt d'ici, mais quand même, les arbres de cette forêt ont une forme assez particulière. Regardez, il y a un long tronc, et puis en haut, il y a quelques branches et les feuilles vertes. Est-ce que ça vous paraît normal ? Bah, c'est la forme d'un arbre en forêt. Hein. Je veux dire, vous allez dans une forêt de ptérocarpus, vous allez dans une... Alors évidemment, pas une maigre forêt, hein, mais une forêt un peu dense. Bah, les arbres, ils ont un pied et un tronc. Bon, alors, en fait, c'est pas normal du tout. Ben oui, regardez. Quand ils ont été jeunes, les arbres, ils étaient buissonnants. Quand ils grandissent, c'est pas des parapluies, les arbres. Hein. C'est pas juste qu'il y a une tige qui apparaît et qui met en haut les branches qu'il y avait en bas. Non, ça grandit par l'extrémité. Ça fait un buisson plus gros, plus gros, plus gros. Ce qui fait que quand le tronc aura disons, 30 ou 40 cm de diamètre, ben, il devrait y avoir encore toutes ces branches, même si elles n'ont pas poussé. Or, elles ne sont pas là. Alors, en fait, quand l'arbre pousse tout seul, elles sont là. Il y a des branches à tous les étages. L'histoire, c'est qu'elles ont disparu en forêt. Alors, en fait, elles n'ont pas toujours disparu. Je vous raconte ça, mais vous savez, ne cherchez pas de biblio scientifique là-dessus, il n'y en a pas. Personne n'a étudié ça. Il n'y a que quelques mycologues qui connaissent cette histoire, mais c'est une histoire de bon sens. Je vais maintenant vous raconter l'histoire qui s'est produite quand on a introduit des pins californiens, des pins et des cupressus californiens en Bretagne. Je suis breton, je vous en reparlerai tout à l'heure, et en Bretagne, au moment du remembrement, pour que les gens acceptent, vous savez, d'échanger leurs parcelles, on leur dit, si vous acceptez d'échanger vos parcelles avec les voisins pour faire des champs plus grands, on vous donnera des pins et des cupressus californiens qui poussent très très bien. Bon, le seul truc qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'ils ne résistaient pas au vent, donc quand ils ont été grands, on va vous donner des pins et des cupressus et ça vous permettra de faire des haies coupe-vent. Alors, les gens étaient ravis, ils remembrent, et puis comme ils avaient plus de plantes que nécessaire, ils se disent, tiens, on va gagner de l'argent, on va planter des petits bois. Et dans ma famille, on a planté des petits bois. Ça permettait à d'honnêtes paysans bretons de se prendre pour les propriétaires forestiers sur 10 mètres par 10 mètres de côté. Bon. Et ça donne ça. Alors, c'est pas beau, hein, parce que vous voyez que les branches basses, elles sont mortes ou elles sont mourantes. Ben oui, elles n'ont pas de lumière. De ce point de vue-là, c'est un peu normal hein, qu'il n'y ait pas trop de branches en bas, parce qu'il n'y a rien à bouffer pour elles. Donc, elles sont mortes ou mourantes, mais elles sont là. Elles ne sont pas parties. Et j'aime bien cette idée d'une introduction de Californie, parce que qu'est-ce qui s'est passé? On a ramené les arbres de Californie sans les microbes qui font le boulot. Parce que normalement, qu'est-ce qui se passe? Les branches qui devrait y avoir là et qu'il n'y a pas. Allez voir celle-là, par exemple, de près, ou allez voir là, juste derrière ça, là.
Je vais vous montrer la photo que j'ai prise juste derrière. Il y a là une branche basse qui est morte, qui est en train de se faire boulotter par des champignons. En fait, vous avez des champignons qui sont soit des parasites de branches affaiblies, soit des décomposeurs de branches mortes, qui vont s'attaquer à ces branches qui sont trop à l'ombre pour survivre ou pour se défendre, et on retrouve ce que vous disiez, du coup c'est normal, ça va crever, mais ça va être enlevé par des champignons qui digèrent ça. Et ces champignons qui digèrent ce bois, quand ils arrivent au tronc, ils n'arrivent pas à rentrer dedans parce qu'à l'intérieur du tronc, il n'y a pas assez d'oxygène. C'est massif un tronc, c'est pas comme une petite branche. Donc, ils disparaissent, entre-temps ils se sont reproduits, vous avez vu qu'ils fabriquent des spores. Hein. Et vous avez le cambium, la zone en croissance, qui fait un bourrelet et qui cicatrise. Et vous refermez le point de départ de la branche. Alors ça, déjà pour la plante, ça a deux avantages. Regardez, là j'ai une coupe de tronc où je vois une branche qui a été, on dit élaguée, hein, c'est le mot, qui a été bouffée par des champignons, et puis autour, vous voyez que ça a fait un bourrelet de cicatrisation, puis maintenant, vous voyez que je ne le vois plus, hein, j'ai une fibre bien continue. Ça vous permet d'avoir une fibre beaucoup plus continue qui va faire du bois beaucoup plus résistant que s'il contenait des morceaux, des moyons de branches. Et en particulier en Bretagne, une des raisons pour lesquelles ils tombent, mes cupressus et mes pins, c'est que leur bois il est tout mité de branches qui sont inclus dans la croissance du tronc. Mais en plus, comme vous refermez la cicatrice, vous empêchez l'entrée de champignons qui, eux, pourraient, à cœur du bois, le rendre creux, des champignons habitués à vivre au cœur des troncs. Donc, vous empêchez l'entrée de maladies. Vous voyez ce formidable effet phytosanitaire? La tige va être plus résistante et en plus, elle va moins attraper de maladies de cœur. C'est pas beau, ça? Et au passage, ça nous donne exactement la forme attendue pour une plante, c'est-à-dire la forme dont vous aviez dit qu'elle est normale, et vous avez raison, mais elle n'est normale qu'à l'aide de microbes. Ça veut dire que la forme des arbres en forêt est sculptée par des microbes. Ça veut dire que le retranchement des parties inopérantes, inexistantes, c'est des microbes qui font ça. C'est joli, hein, l'idée que l'arbre forestier est une sculpture de microbes. Eh bien, vous savez quoi? Dans le développement, nous avons les doigts soudés. Vous avez peut-être entendu ça. Au début du développement, la feuille de monstera ou de philodendron, elle est entière. Puis quand le développement se produit, il y a des cellules qui meurent et ça sépare les doigts. Il y a des cellules qui meurent dans la feuille de philodendron et ça fait des trous ou des golfes. La mort cellulaire ou tissulaire fait partie du développement. C'est un des moyens du développement. Et il y a deux façons d'obtenir de la mort, soit par des programmes génétiques internes, d'accord? Comme moi, j'ai de la mort cellulaire qui est programmée. C'est moi qui l'ai inventée, moi, espèce humaine, vous y êtes. Mes ancêtres, en tout cas, ont inventé ça. Soit vous recrutez des symbiotes pour faire de la mort, pour faire disparaître des tissus. Ça vous rappelle une autre histoire, hein? Deux façons d'évoluer, par ses capacités propres ou par le recrutement de partenaires, et ça se retrouve dans le développement. Bon, alors arrivé ici, on a réglé le cas de la plante, et on se dit que, bon, les plantes, évidemment, elles peuvent pas courir, donc c'est évident qu'elles se retrouvent infestées de microbes, mais nous, regardez, on peut soulever les pieds, on n'est pas obligé d'être colonisé par les microbes du sol, et puis on se lave régulièrement, plus ou moins, enfin, en moyenne. Vous allez voir tout à l'heure, on se lave trop en fait. Bon. Alors, on se dit, mais les plantes c'est normal. En plus, on a une vision des plantes comme primitives, et puis Henri vous dira tout à l'heure un peu pourquoi on a l'impression que les plantes c'est des sous-êtres. Mais un animal quand même, lui, il ne va pas être infesté de microbes. Alors, examinons ça de près. Vous allez voir qu'en fait, on ne fait pas d'animaux sans microbes non plus. Alors, les microbes sont importants pour digérer. La première chose qu'il faut le dire, hein, c'est qu'il y a des contributions à la nutrition, comme pour la plante. Et je vous propose ici un animal que ceux qui sont en classe préparatoire apprennent à aimer chaque jour plus. Oui. Et la vache, par rapport à l'étudiant de classe préparatoire, elle a une caractéristique. L'étudiant de classe préparatoire, lui, travaille nuit et jour. La vache, elle rumine une bonne partie du temps. 10 heures par jour à mâchouiller en foutant rien. Alors ça fait rêver, hein, des fois, en regardant le mec qui filme ou en regardant passer des trains ou des voitures. 10 heures par jour de rumination, ce mouvement de mastication. On peut se demander pourquoi un aussi longtemps de mastication. La vache présente également deux autres types de traits
qui sont assez intéressants et très particuliers. D'abord, leur ventre est assez imposant. Elles ont du coffre, on va dire. Deuxièmement, elles ont une forte odeur, une odeur fromagère, une odeur assez épicée, qu'on retrouve sur le lait fraîchement trait. Si vous connaissez, le lait fraîchement trait, il a des odeurs qui sont plus proches d'un fromage légèrement fermenté, pas trop, que du lait. Il y a des acides gras volatiles qui sortent et qui font cette odeur, qui sortent de la vache. Pourquoi? Parce que moi, par exemple, sauf votre désaccord, je n'aimais pas d'odeur aussi puissante que la vache. Troisième chose, c'était l'odeur. On a la rumination, la taille du ventre, l'odeur. Quatrième chose, les bouses. Alors, là, c'est une bouse qui a été rincée par la pluie. On voit qu'il y a des brins d'herbe dedans. C'est bizarre, pour un animal qui mange de l'herbe, qui ait de l'herbe dans les crottes. Colorons cette herbe au carmine au vert. Je vous rappelle que le carmine au vert colore la cellulose en rose et la lignine en vert. Et que la cellulose et la lignine, c'est 90% de la biomasse de l'herbe. En fait, c'est ce qu'il y a à manger dans l'herbe. Et bien, c'est écrit là, la cellulose et la lignine sont toujours là. Vous voyez qu'il y a des TP qu'on peut faire qui ne coûtent pas cher. Un reste de carmine au vert de l'histologie et une bouse de vache ramassée le week-end. Et ça fait déjà 15 minutes de TP à l'école normale supérieure. Bon. Non, mais c'est intéressant parce que ça veut dire que la vache ne digère pas l'herbe. En tout cas, les composants majeurs de l'herbe, elle ne les digère pas. Donc c'est réglé, je pense qu'on sait déjà là que la vache n'est pas herbivore, puisqu'elle ne digère pas l'herbe. Remettons les morceaux ensemble. D'abord, si elle a du ventre, si elle a du coffre, c'est qu'elle a une poche énorme qui mesure entre 100 et 250 litres à la jonction entre l'ésophage et l'estomac, qui est en fait un diverticule de l'estomac, où il y a de l'eau, où arrive l'herbe, et de l'eau, de l'herbe à l'abri de l'air, qu'est-ce qui se passe? Ça fermente, il y a des tas de microbes qui se développent. Vous voyez ici des bactéries, c'est les tous les petits points. Vous voyez des protozoaires qui phagocytent ces bactéries. Donc il y a vraiment un écosystème complexe, où il y a des consommateurs d'herbe, qui sont des bactéries, voire des champignons, mais on ne les voit pas à l'écran parce qu'ils sont sur les morceaux d'herbe. Et puis il y a des consommateurs de microbes. C'est un écosystème complexe dans lequel on a plusieurs millions de milliards de cellules microbiennes. Ces trucs-là fermentent, et c'est ça qui engendre l'odeur de la vache. C'est qu'il y a des gaz fermentaires qui sont produits, et la vache, elle sent la fermentation, elle a l'odeur de la fermentation qui se passe autour d'elle. Mais attention, ces gaz qui sont émis sont plus qu'une anecdote. Ceux qui sont émis sont des pertes. Normalement, ces gaz sont récupérés par les cellules de la vache, qui utilisent le propionate, l'acétate, le butyrate, tous ces gaz avec une forte odeur. Propionate, c'est l'odeur du gruyère. Butyrate, c'est le beurre pourri. D'accord? C'est des odeurs assez fortes. Tous ces gaz sont récupérés par les cellules de la vache, qui a une glycémie minuscule parce que sa source d'énergie, ce n'est pas du sucre, c'est ces gaz fermentaires qui couvrent 80% de ses besoins énergétiques. Et ce qui sort, ça donne l'odeur et c'est perdu. Non, c'est marrant parce que d'ailleurs ça circule de façon gazeuse par diffusion, c'est pour ça qu'on en retrouve dans le lait. C'est pas du tout le sang qui amène les ressources énergétiques aux cellules de la vache. C'est marrant, c'est une glycémie ridicule, une vache. Parce que c'est pas des sucres. Bon, alors on a compris pourquoi elle sent, on a compris pourquoi elle a un gros ventre, on l'a toujours pas nourrie, et on ne sait toujours pas pourquoi elle rumine. Ah si, on l'a nourrie au point de vue énergétique, on a des molécules carbonées qui soutiennent le métabolisme énergétique. Enfin, elle n'a toujours pas mangé. Alors, la vache rumine. À quoi sert la rumination? Déjà, la rumination, vous voyez, c'est un muscle, là, qu'on appelle la joue de bœuf, pour le coup, qui fonctionne 30 000 fois par jour. Elle avale, et regardez bien, hop, elle redéglutit et elle continue à mâcher. Ce qu'elle mâche, ce n'est pas ce qu'elle vient de prendre. Elle mâche le contenu de son rumen, d'où le mot de rumination. Le rumen, c'est la grande poche, rumination, c'est l'activité. Et cette rumination a 3 rôles majeurs. 1. Elle amène le milieu physique du rumen. Cette salive qu'elle va ajouter en mastiquant, c'est la source de l'eau qu'il y a dans le rumen. Et comme toutes les salives comme la nôtre, il y a des carbonates dedans. Vous savez, nous, ça dépose du tartre sur les dents. Ce carbonate, en fait, c'est un antiacide, car la fermentation produit des acides butyriques, propioniques et tout ce qu'on veut, c'est acidifiant.
Et si ça s'acidifie trop, ça tue les microbes. Donc elle amène de l'eau et un antiacide. Deuxièmement, elle fragmente les tissus végétaux, ce qui augmente la surface laissée libre à l'attaque de ces fragments végétaux. Donc elle augmente la surface, elle fait la cuisine vraiment pour ces microbes. Pour le coup, elle découpe en petits morceaux pour favoriser leur développement. Et puis la troisième chose, c'est que la vache, alors là je vais le faire un peu lourdement, je vais utiliser l'image que je propose d'habitude à mes étudiants, parce qu'il y en a dans la salle des étudiants, la vache se pisse dans la bouche. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Derrière cette image absolument atroce, mais en moins mémorable. Ça veut dire que la vache n'émet pas dans son urine ses déchets azotés et ses déchets phosphatés. Ces déchets azotés, l'urée, et ces déchets phosphatés, elle les émet dans la salive. D'où cette jolie image de dire que la vache se pisse dans la bouche. Alors, c'est pas très beau, mais ça nous permet de retenir un truc. C'est qu'elle rajoute à sa salive de l'azote et du phosphate qui seront des engrais pour ces microbes, parce que si c'est des déchets pour la vache, eh bien, en tout cas, ce sont des ressources pour les microbes, des ressources azotées et phosphatées. Or, ça, il n'y en a pas beaucoup dans l'herbe, l'azote et du phosphate. Des déchets azotés et phosphatés qui sont des ressources pour ces microbes. Regardez comment la vache repose sur un échange de déchets. Les déchets fermentaires des microbes font les ressources énergétiques de la vache. Les déchets azotés et phosphatés de la vache sont les ressources azotées et phosphatées des microbes du rumen. C'est joli, ça c'est du recyclage. Et ça fait l'efficacité écologique de la vache. Et ça fait la raison pour laquelle c'est la vache qu'on a domestiquée pour faire de la viande et du lait et pas des chevaux ou autre chose qu'on utilise pour d'autres raisons. Il y a un rendement écologique énorme à cause justement de ces récupérations de déchets. Alors, vous me direz, d'accord, mais la vache, elle n'a toujours pas mangé, là. Elle a besoin aussi d'acides aminés, elle a besoin d'acide nucléique. Eh bien, c'est simple. Elle va digérer ces microbes. En fait, il y a à la sortie, côté estomacal du rumen, une poche complexe, le feuillet, qui va simplement filtrer les particules. Les petites particules vont passer. C'est quoi les petites particules? C'est des petits morceaux d'herbe, mais vous savez déjà que ces petits morceaux d'herbe, ils vont ressortir à l'autre bout du tube digestif sans être plus altérés. La vache ne sait pas les digérer. Mais il passe surtout quoi? Des cellules microbiennes. Et la vache a les enzymes pour digérer ces microbes, qui sont une source d'un peu de sucre, d'acides aminés, d'acides nucléiques, de vitamines, bref, tout le reste de l'alimentation. C'est de la digestion de microbes. Alors, c'est intéressant parce que, par exemple, une des enzymes les plus abondantes du tube digestif de la vache, c'est le lysozyme. Vous savez que le lysozyme est une enzyme qui casse les parois microbiennes, notamment bactériennes en fait. Donc, on voit bien que la vache, elle, c'est un microphage. C'est un microphage. Ça mange des microbes, et ça mange des microbes en suspension dans son rumen. C'est un microphage suspensivore, exactement comme les sabelles qu'on a sur les récifs coralliens, vous savez, qui sortent leur panache pour prendre des particules microbiennes et les manger. La vache a le même régime alimentaire que la sabelle, en tant que vache. Elle mange des microbes en suspension. Enfin, elle digère des microbes en suspension. Alors, finalement, la vache est-elle un herbivore? Oui, si je prends les microbes avec. Et c'est vrai qu'une vache sans ces microbes, ça n'existe pas. Ça ne survit pas, de toute façon. Donc oui, la vache, en tant que consortium symbiotique, oui, elle est herbivore. Mais en revanche, la vache, elle, prise toute seule, elle mange des microbes. Et elle ne digère que ça, et pas l'herbe. Les bouses sont, de ce point de vue, absolument formelles. Alors, bon, arrivé là, on se dit, tiens, mais alors, finalement, dans les apports alimentaires à la vache, il y a ces fameuses farines animales. Tout le monde dit que c'est un scandale de donner à un herbivore des farines animales. Est-ce que c'est un scandale? Non, pour deux raisons. Un, en fait, on les donne aux rumens. Et vous savez, dans le rumen, il y a des microbes qui mangent d'autres microbes. Ils peuvent très bien manger des particules, des fragments d'animaux. C'est déjà des carnivores parmi les microbes. Vous y êtes? Deuxièmement, non, parce que la vache elle-même consomme des produits animaux. Vous savez à quoi je pense? Est-ce que vous savez à quoi je pense quand je dis que la vache elle-même consomme des produits animaux? Alors déjà, effectivement, elle consomme les insectes, et en fait, les insectes, quand ils sentent des acides gras volatiles, ils filent. Ils ont été sélectionnés pour éviter ces odeurs-là, parce que s'ils ne les évitent pas, ils finissent dans le tube digestif de la vache. Mais ça ne fait pas beaucoup, les insects. Et puis vous pourriez me dire, oui, bon, c'est accidentel.
un truc qu'elle ne consomme pas par accident. Le lait, non, ça c'est les petits veaux, oui, qui consomment du lait, mais le placenta, la vache mange le placenta après l'accouchement. Alors c'est un truc qu'on ne raconte pas beaucoup parce que ça paraît gore et tout, mais en fait, au moment de lancer la lactation, elle récupère toutes les protéines du placenta. Enfin non, elle ne les récupère pas, elle les fait récupérer par les microbes du rumen. Et d'ailleurs, la vache, si vous tapez, il y a une vidéo en Inde, là il faut taper co-eating pigeon. Il y a des vidéos sur Internet, et il y en a une très jolie où on voit un pigeon. Non, c'est co-eating chicken, où on voit une vache qui, au passage, bouffe un poussin. Alors tout le monde est étonné, mais en opportuniste, la vache consomme des oiseaux. Alors après, avec 150 litres de liquide dans le ventre, elle ne va pas courir derrière. Ok, ce n'est pas un prédateur, mais c'est un prédateur opportuniste. Parce qu'une fois de plus, son rumen peut recycler ça. Alors, les farines animales ont été l'objet d'un très grand scandale parce que vous savez que par les farines animales s'est propagée l'encéphalopathie spongiforme bovine, une maladie due à un prion qui se transmet par le biais des farines animales. Mais il faut comprendre que cette maladie qui est apparue dans les années 80, elle est apparue bien après qu'on ait commencé à utiliser les farines animales puisque c'est une invention de la zootechnie française des années 1840. Ok, donc on a 150 ans de farine animale sans problème. Qu'est-ce qui s'est passé avec le prion? Il ne faut pas confondre un scandale politique avec un scandale technologique. Je m'explique. Dans l'Angleterre thatchérienne, déjà ultralibérale, des lobbies ont poussé à baisser les températures de chauffage des farines animales parce que ça coûte cher de les chauffer. C'est une façon de les détoxifier. Ils ont dit non, 500 degrés suffisent. Ah oui, mais ça ne suffisait pas pour le prion. Et c'est comme ça que le prion est passé, qui était là depuis très longtemps. Seulement, il ne passait pas. Donc, il ne faut pas confondre un scandale de la déréglementation ultralibérale, et là, il faut le modifier ça, avec un scandale écologique. Parce que pour le coup, écologiquement, remettre des déchets en amont dans la filière de production de bouffe, ça revient à mettre du fumier dans les champs, ça revient à donner, et là, je vous répète, je suis breton, donc je sais de quoi je parle, donner aux cochons tous les déchets possibles avant de le saigner à l'hiver pour faire des côtelettes délicieuses, du boudin délicieux, des tas de trucs comme ça. Vous y êtes? Remettre des déchets en amont de la filière de production alimentaire, c'est l'avenir. Vous y êtes? C'est ce que fait la vache d'ailleurs. Non? Dans sa bouche, avec sa salive. Donc il faut méditer ça. Ça veut dire que des fois la compréhension du fonctionnement, et en particulier du fonctionnement microbien, peut revisiter un certain nombre de débats sociétaux et permettre de leur donner une meilleure base. Et on voit la force des SVT qui est de produire des données qui éclairent le choix et savent distinguer les causes des maux. Car dans tout ce que j'ai cité, vache, cochon, ultralibéralisme, déréglementation, il y a 2-3 choses qui appartiennent aux maux. Alors, les microbes protègent aussi les animaux et de ce point de vue-là, on a des travaux plutôt sur les souris. Pourquoi est-ce qu'on travaille sur les souris pour comprendre le rôle des microbes? C'est très simple. C'est que les souris, on peut les élever dans des bulles complètement stériles. Vous voyez, c'est des bulles où l'air est sous pression, complètement stériles, et les souris, qui sont élevées là-dedans, ça c'est les gants. Vous voyez, quand vous les mettez, vous pouvez aller les introvertir dans la cage et vous pouvez manipuler les souris. Et les souris qui sont là, depuis des générations, elles n'ont pas vu un seul microbe. Elles ont été stérilisées à la naissance et ensuite elles engendrent des générations de souris sans microbes. C'est-à-dire sans microbes sur la peau, sans microbes dans les oreilles, sans microbes dans le nez, sans microbes dans le tube digestif, sans microbes dans le vagin pour les femelles, sans microbes aucun. On les dit aprivatifs, xéniques, de xénos, l'étranger. C'est des souris axéniques, c'est-à-dire sans étrangers. Je suis désolé, c'est un peu bas sur l'horizon. Ces souris axéniques, ici, vous allez voir que les souris privées d'étrangers, ça ne marche pas. Le fait d'être privé d'étrangers, c'est quelque chose qui est parfois mutilant, vous allez voir. En effet, ces souris abritent un véritable zoo microbien. Mais de ce point de vue-là, vous savez, elles sont identiques à vous et moi. En nombre, le zoo d'une souris, c'est à peu près le même que notre zoo à nous. Vous avez chez les souris, on compte 1000 et 10 000 espèces présentes sur les souris. Alors pas sur chaque souris. Quand vous prenez une souris,
C'est un peu comme quand vous prenez un homme, bah vous avez en gros 500 espèces, quoi. Mais la somme des espèces connues est sans doute énorme. Là, je vous ai fait un frottis de sécom de souris. Vous savez, le sécom, c'est l'équivalent de l'appendice, mais chez la souris, il est plus développé. J'ai pris le contenu, j'ai fait un frottis, coloration de grammes. Vous voyez toutes les bactéries différentes. Il y en a des fines, des grosses rondes en train de se diviser, des grosses longues. Il y en a des roses longues, il y en a des roses... Bon, il y a plein de bactéries, quoi. Alors, on en parlait avec Florence en venant. C'est vrai que la souris est passée de mode. Ça ne se dissèque plus. Et donc, il paraît qu'il n'y en a même plus dans les lycées. Et on se disait que peut-être qu'il faudrait faire ça avec du sécom de lapin récupéré chez le boucher. Et vous pouvez préparer la lame vous-même. L'enseignant peut préparer la lame lui-même. Et on peut voir morphologiquement qu'il y a une grande diversité déjà dans le tube digestif. Le truc que j'ai jamais fait, dont je me dis qu'il faudrait qu'on le fasse quand même, c'est de se gratter la lame, de l'étaler sur une lame, et puis de faire une coloration, vous voyez, soit à l'encre de Chine, soit carrément une coloration de grammes. Il faut vraiment essayer, ça doit marcher. Et ça ne doit pas être encore interdit par les consignes ministérielles, parce que personne n'y a pensé encore. Oui, bon, ça, vous avez 2 ans pour le faire. Après, ça va être interdit, parce qu'on ne sait jamais. Si jamais... Non ? Avec sa propre peau, si on fait soi-même. Bah déjà qu'on ne peut plus regarder sa propre salive. La sienne, si. Ah, on peut regarder sa salive. On freine que la sienne. Je suis désolé, je ne suis pas au courant de toutes les brimades, j'en entends vaguement parler, donc, que vous éprouvez. Donc oui, on pourra se gratter la peau et comme on peut, donc... On ne traite que la sienne. D'accord. Je dis on ne traite que la sienne. On ne fait pas celle du voisin. Voilà. Bon. Et on ne crache pas sur le voisin et tout va bien. Bon. Vous remarquerez que depuis tout à l'heure, moi, je suis en train de postillonner allègrement. Alors, ça ne se voit pas, c'est des petits postillons, ça s'appelle des aérosols. Et la vie en société, c'est vivre dans les crachats des autres, mais sous une forme nébulisée. Donc, non, il faut réaliser les choses. On a une vision de l'hygiène qui est complètement éthérée. Bon. On vit dans les microbes des autres. Ce qui fait que les gens qui vivent dans la même pièce, ou dans le même immeuble, ont les mêmes microbes. Bon, alors, revenons à nos souris, calmons-nous sur ces images-là, et une fois de plus, on peut avoir des souris exéniques, et on s'aperçoit par comparaison qu'elles fonctionnent très mal, notamment pour la digestion, pour la nutrition. Alors, vous avez des souris qui ont besoin de 20 à 30% de matière en plus pour se développer autant que des souris normales. Ah, c'est ça que ça palpitait là, il y a un problème de batterie, je pense. « 20 à 30% de nourriture en plus » parce qu'en fait, les enzymes des microbes du tube digestif aident à digérer. Elles ont de plus besoin de vitamines, de petites pilules de vitamines dont n'ont pas besoin les souris normales. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une grande partie des vitamines viennent des bactéries du tube digestif. C'est beau ça, parce qu'on ne réalise pas cette histoire-là. On pense que les vitamines viennent de l'alimentation. Oui, en partie, mais pas que. Ça, c'est valable pour nous aussi. Et puis, il y a aussi des détoxifications qui s'opèrent, c'est-à-dire, et là, on commence à rentrer dans la protection. Il y a des toxines alimentaires qui ne sont pas des toxines pour les souris, qui commencent à intoxiquer les souris exéniques. Bizarre, non ? Je vais vous citer un exemple très humain, très moderne. Le soja. Vous savez que les Asiatiques mangent du soja depuis plusieurs millénaires. Sont-ils malades ? Non. On a amené du soja en Europe, on a commencé à manger du soja, et là, on s'est aperçu que les gens avaient des tas de problèmes. C'était cancérigène, ça provoquait des désordres du métabolisme minéral, et c'était même féminisant. Enfin, c'est féminisant pour les hommes. Alors, d'aucuns pourraient penser que ça améliore l'homme, mais enfin, c'est quand même pas tout à fait l'effet souhaité. Et en fait, on a découvert qu'il y avait des perturbateurs endocriniens qui étaient des molécules du soja, notamment la dedzéine, D-A-I-D-Z-E-I-N-E, la dedzéine, qui est un perturbateur endocrinien qui fait tout ça. Alors, et les Asiatiques ? Pourquoi n'en étaient-ils pas affectés ? C'est simple, eux ont des bactéries dans le tube digestif qui détruisent la dedzéine et qui en font des dérivés qui non seulement n'ont plus l'effet toxique, mais tenez-vous bien, ont un effet positif sur le métabolisme calcique, un effet anticancéreux et un effet régulateur de la pression artérielle. Ceci fait que les femmes ménopausées en Asie ont beaucoup moins de bouffées de chaleur et beaucoup moins d'ostéoporose que les occidentales parce que leurs bactéries ont transformé la dedzéine normalement toxique en un dérivé qui aide
à se calcifier et qui régule la pression artérielle. C'est énorme, quoi. Sauf que nous, on n'a pas les bonnes bactéries en Occident, et du coup, on a révélé la toxicité du soja que les bactéries du tube digestif des Asiatiques avaient complètement géré. C'est beau cette histoire. Alors maintenant, les sojas sont beaucoup moins riches en dedzéine, et vous et moi, qui ne sommes pas forcément asiatiques, nous pouvons en consommer. Encore que si on en consomme vraiment beaucoup, les problèmes persistent. Mais à dose honnête, les souches, les variétés de soja actuelles ne posent plus de problème. Donc, continuez, si vous aimez le tofu, continuez. Bon, c'est pas un problème, il ne faut pas paniquer. Mais s'en fut, hein. C'est marrant, hein. Bref, ça c'est déjà de la protection par rapport aux toxines alimentaires, mais il y a mieux. Ces microbiotes protègent ces souris, et les souris axéniques attrapent des maladies incroyables. Pourquoi ? Déjà parce que ces microbiotes, quand ils sont installés, ils vont avoir un effet écran. Si ça vous rappelle les mycorhizes tout à l'heure, c'est très bien parce que c'est la même histoire. Les microbes qui sont dans mon tube digestif ou sur ma peau, ces microbes, quand un pathogène arrive, ils sont déjà installés, ils font main basse sur tous les aliments et même éventuellement, pour bien rester et ne pas être emmerdés par d'autres microbes, ils produisent des antibiotiques. Je vais tout de suite vous en citer un exemple. Mais la compétition directe et les antibiotiques sont des façons d'empêcher l'installation des maladies. Je cite un exemple tout de suite. J'ai sur ce pavé ici 4 et 5 personnes. Parmi ces 5 personnes, une statistiquement est porteuse de staphylocoque doré. C'est 20% de la population. Alors vous savez que les staphylocoques dorés, ça peut donner des maladies, des boutons de fièvre, des grosses nécroses, voire même ça peut aller jusqu'à la septicémie. Il y a tous les ans des gens qui meurent d'une invasion de staphylocoque doré. Ça prend plusieurs années, mais ce n'est pas une très bonne nouvelle. Ça, c'est moins de 1% de la population. Alors, qu'arrive-t-il aux 19% des autres ? Comme d'ailleurs l'un d'entre vous, statistiquement, qui sont porteurs de staphylocoque doré, mais qui n'auront jamais d'ennui. La réponse, elle est que ce staphylocoque doré, il se trouve dans une communauté complexe. C'est le moment d'introduire ce mot de microbiote, là. Vous savez que le mot microbiote désigne la communauté microbienne. C'est-à-dire l'ensemble de populations appartenant à des espèces différentes qui vivent ensemble. On peut dire communauté ou écosystème microbien d'ailleurs. Alors, on commence à savoir comment le microbiote fait obstacle au développement du staphylocoque doré. Dans le nez, par exemple, il y a un staphylocoque, alors vous allez tout de suite deviner où est-ce qu'il a été étudié, le staphylocoque de Lyon, qui produit un antibiotique qui empêche le staphylocoque doré de faire sa paroi, ce qui fait que quand il grandit, il explose. Donc, vous pouvez avoir du staphylocoque doré dans le nez. Si vous avez le staphylocoque de Lyon avec, pas de risque, il ne prolifère pas. Il reste très discret, pas emmerdant. Sur la peau, nous avons des levures. C'est l'occasion de rappeler qu'il y a aussi des levures dans le microbiote des souris et des hommes, donc des champignons unicellulaires, qu'on appelle les malacésias. Les malacésias, c'est eux qui font, ça se voit surtout sur les populations à peau blanche, des irritations de la racine du nez ou des ailes du nez, qui sont un peu rouges et qui partent en petites squames. Bon. Quand elles prolifèrent, quand elles sont en petite quantité, ce n'est pas grave, et c'est même mieux parce qu'elles font des protéases qui découpent les protéines par lesquelles j'ai encore avoir besoin de vous, les protéines par lesquelles les staphylocoques dorés restent liés ensemble après la division cellulaire. Et ça, mine de rien, c'est important parce que du coup, vous faites un gros tas issu de la division cellulaire qu'on appelle un biofilm, et du coup, quand vous avez votre tas, vous mettez des antibiotiques par-dessus, vous frottez, vous en tuez une partie, mais ceux du cœur, ils restent là. Ces malacésias empêchent les staphylocoques dorés de faire des biofilms et les rendent plus vulnérables. Bref, quand on a des malacésias sur la peau, c'est pas grave d'avoir du staphylocoque doré, ça tient. Vous voyez que le problème pour ne pas avoir de maladie à staphylocoque doré, c'est pas de ne pas avoir de staphylocoque doré. 19% d'entre nous en attestent, ils l'ont et ils ne seront pas malades. C'est d'avoir un microbiote assez divers pour qu'il y ait des antagonistes. Et vous avez donc des protections directes. Mais vous avez aussi, et on fera peut-être une pause après, des protections indirectes. Ces protections indirectes, c'est que le microbiote modifie le système immunitaire. Alors ça va vous rappeler l'histoire du tabac, mais avec une souris. Je prends une souris et je lui inocule une maladie qui est une maladie grave pour l'homme ou le chien, la maladie de Chagas, où un petit protozoaire fait des trous dans la peau de plus en plus gros, de plus en plus gros, de plus en plus gros, jusqu'à atteindre les organes vitaux. Est-ce qu'on a envie d'attraper ça ? Non. Mais les souris, coup de chance, elles ne l'attrapent pas en général. Donc ce n'est pas une maladie de souris, d'accord ?
qu'est-ce qui se passe? Quand je mets ça sur la peau, je fais une petite égratignure, une petite inoculation sur la peau d'une souris ordinaire, ça fait une espèce de papille de réaction qui fait une croûte qui se décolle et exite le pathogène. Donc, ce n'est pas une maladie de souris, d'accord? Bien. Maintenant, je vais recommencer en introduisant cette maladie dans la cage d'une souris exénique. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Rien. Il y a un léger épaississement de la peau, vous voyez là? Ah, déjà, la peau est plus mince. Ben, en fait, les souris exéniques, elles n'ont rien de normal, mais rien de rien. Et leur peau n'est pas faite comme une peau normale. Peu importe. Elle réagit surtout beaucoup moins, et regardez, on voit des trous qui commencent là et là. La maladie s'installe. Une souris exénique peut choper des maladies qui ne sont pas des maladies de souris. C'est fort, hein? Alors pourquoi? On voit qu'en fait, la taille de la lésion est beaucoup moins grande, hein, et donc, effectivement, la réaction immunitaire est moins forte. On peut faire des expériences, et c'est tout l'intérêt de ces souris, pour bien montrer que c'est la présence d'un microbiote qui a un rôle. On va réintroduire un microbiote très simple sur la souris axénique, 8-10 jours avant de lui injecter la maladie. 8-10 jours avant, vous remettez dans la cage un staphylocoque de la peau, c'est son nom, Staphylococcus epidermidis. Alors, c'est un staphylocoque ordinaire de la peau des mammifères. Vous et moi, hein, on en porte 100 millions au moins sur notre peau. Bon, ils sont petits, donc ça ne se voit pas. Ils ne sont pas très odorants, donc ça ne se sent pas. Mais on en a tous plein et ça fait partie des composants ordinaires de la peau. Puis, au bout de 8-10 jours, on inocule ces souris axéniques, mais réinoculées avec une souche de microbes de la peau, on leur inocule l'agent de la leishmaniose, donc le Leishmania major. Regardez, la lésion est plus grosse et la plupart des souris n'attrapent pas la maladie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, le système immunitaire réagit bien. Et quand vous regardez le nombre de lymphocytes qui prolifèrent en réponse, c'est vraiment la réponse là, hein, à la maladie, alors je ne prends que les lymphocytes qui ont un rôle antiprotozoaire, donc qui vont être actifs, hein, pas tous. Je vois qu'il y en a beaucoup qui ont proliféré dans une souris normale, ce qui conduit à l'exclusion de la maladie, pas beaucoup dans une souris axénique, ce qui contribue à la maladie, ou qui contribue à laisser s'installer la maladie, et en revanche, un nombre normal après que le système immunitaire ait été remis en contact du staphylocoque. N'allez pas imaginer que le staphylocoque a provoqué une réponse immunitaire. Il est sur la peau, il ne provoque pas de réponse immunitaire, mais il envoie des molécules qui modifient le fonctionnement du système immunitaire et qui le rendent mieux capable de répondre, exactement comme les champignons mycorhiziens tout à l'heure. C'est une modification, et là vous sentez que le développement ne s'est pas fait pareil. J'ai tout le monde là-dessus. Le système immunitaire s'est développé différemment et devient capable, mieux capable de faire son boulot. Alors, disons-le d'emblée, une plante sans mycorhize ou une souris sans bactéries, ça n'existe pas. Mais l'intérêt des monstres comme ça, c'est de nous rappeler que dans ce qui fonctionne ordinairement, il y a une partie de ce fonctionnement qui est due au fait qu'il y a des microbes qui ont changé la façon d'être de notre organisme. Et vous voyez que ça va très loin, puisque même dans le développement de la peau ne se développe pas pareil si on n'a pas de microbes. Bon, en général, elle est comme ça, parce qu'il y a toujours des microbes, mais la souris exénique nous permet de voir que si c'est comme ça, c'est en partie un truc de microbes. C'est beau, hein, toutes ces histoires, parce que ça montre que des trucs aussi bêtes que l'épaisseur de la peau, le fait qu'une maladie ne soit pas une maladie pour une espèce donnée, c'est en partie une propriété des microbes. Et donc, pour la protection, c'est clair. Alors, quelle heure il est là? 10h02. Donc on se fait une pause? Encore un quart d'heure? C'est parti. On fait une pause dans un quart d'heure, ça vous va? Alors, donc là, en plus, Pierre-Henri est arrivé, donc j'ai été obligé d'arrêter de dire des bêtises. À partir de maintenant, on passe dans la partie sérieuse de l'exposé. Nous allons étudier le comportement de souris normales, donc colonisées par des microbes, ou axéniques. Et nous allons mettre des souris dans un dispositif d'étude du comportement assez classique en comportement de souris, une croix dont 2 ailes sont entourées de hautes cloisons, tandis que les 2 autres sont nues. Et on met la souris à se balader. Alors regardez, ça c'est une souris normale qui a été posée entre les cloisons, là, qui commence à explorer l'aile de la croix, qui arrive à la croisée des chemins, regarde dehors, se dit que ce n'est pas un endroit où mettre une souris, et continue à explorer la zone enclose de hautes cloisons. Vous savez que les souris sont photophobes, elles n'aiment pas traîner en milieu ouvert, et c'est une bonne idée parce qu'en milieu ouvert, elles peuvent se prendre des coups de balai ou se faire bouffer par des chats ou des oiseaux.
c'est des comportements effectivement de protection. Je recommence avec une souris sans bactéries que je viens de poser là. Alors regardez, ne vous inquiétez pas, elle va monter, voilà, enfin monter sur l'écran. Elle commence à regarder ce qui se passe dehors, elle sort, elle se penche. Alors là, pour le coup, le fait qu'elle se penche, hein, c'est pas une bonne idée parce que c'est dangereux. Alors là, on se dit, mais est-ce qu'elle va rentrer? Parce qu'elle pourrait se faire bouffer ou se prendre des coups de balai n'importe comment. Eh bien non, elle continue à traîner dehors. Alors je vous entends déjà réagir en me disant, mais ça prouve rien. Peut-être qu'on est une souris débile et puis une souris prudente. Alors, une chose quand même sur ces deux souris. Ce sont deux sœurs qui sont nées sous bulle et dont une a été sortie de la bulle pour se coloniser après la naissance. Donc génétiquement, déjà, elles ne sont pas si divergentes que ça. Mais, comme vous le redira Pierre tout à l'heure, bon, les enfants ne sont pas exactement pareils, et donc ça peut être un enfant tordu, un enfant timoré, enfin vous voyez. Alors on va refaire ça sur plein de couples, comme ça, de souris, et on va arriver au résultat suivant. Et là, on va pouvoir faire des statistiques, qui est que les souris exéniques aiment plus la zone ouverte que les normales. Elles sont moins souvent dans la zone enclose, mais ce n'est pas statistiquement significatif. Et par contre, elles traînent plus souvent dans la zone centrale, c'est-à-dire à l'intersection. Elles ne se comportent pas pareil. Et ce qui est encore plus joli, c'est que quand on prend une souris axénique, jeune, j'insiste là-dessus, qu'on la sort de la bulle, eh bien, elle commence à se comporter comme une souris normale, à condition de la sortir avant la fin du développement du système nerveux central. Si vous la sortez ensuite, son comportement change peu ou pas. Vous y êtes? Et je dis bien son comportement change. Vous faites l'expérience avant de la sortir, après l'avoir sortie, elle ne se comporte plus pareil. C'est énorme. Ça veut dire que le comportement est influencé par les microbes de la souris. Alors là, c'est violent parce que ce n'est pas de microbes ou des microbes. La question qu'on peut se poser, c'est jusqu'à quel point différents microbes donneraient différents comportements. Eh bien, chez les souris, on a des preuves de ça. On a des lignées de souris qui sont extrêmement audacieuses et d'autres lignées de souris qui sont des souris très timorées, très timides, qui passent leur temps cachées. Quand on inverse les petits, on s'aperçoit qu'on change les comportements totalement, parce qu'en fait, les petits se colonisent par les bactéries de la famille dans laquelle ils vivent. Et on peut transformer une souris exénique en souris courageuse ou en souris timide, simplement en lui injectant les microbes digestifs d'une lignée de souris timide ou d'une lignée de souris courageuse. Alors attention, c'est certaines lignées, pas toutes, mais il y a quelques lignées où en fait, le trait comportemental d'explorer le milieu ou au contraire d'être toujours caché a une composante microbienne. Et ça se démontre par des transferts de microbiote. Donc c'est quelque chose qui est assez fort, hein, parce que c'est le comportement, mais en fait, quelque part, ça veut dire que le développement du système nerveux ne s'est pas fait pareil. Et il y a une expérience ici, toujours sur les mêmes souris, qui consiste, alors c'est un peu une mauvaise nouvelle, hein, à faire des tranches fines dans le cerveau de ces souris, et à étudier par hybridation in situ l'intensité d'expression d'un certain nombre de gènes qui s'expriment ordinairement dans le système nerveux. Et ce que l'on voit, c'est que les souris normales et les souris exéniques n'expriment pas leurs gènes de la même façon. Elles ont été élevées dans les mêmes conditions, sauf pour ce qui est des bactéries. Et vous voyez qu'ici, par exemple, dans les mêmes conditions, les souris exéniques expriment beaucoup moins ce gène qui est un marqueur de l'anxiété, c'est-à-dire qu'il s'exprime dans des situations stressantes ou anxiogènes pour la souris. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que c'est parce que ce gène s'exprime moins dans les souris exéniques qu'elles sont plus audacieuses et qu'elles prennent plus de risques. Les comportements en question sont des comportements aux causes complexes. Je dis juste que ça va bien dans l'ensemble, dans le comportement audacieux pour les souris exéniques. Je n'ai pas dit que c'était la cause. Hein, je ne suis pas réductionniste, mais je vois simplement que ça ne fonctionne pas pareil. Pareil pour ce marqueur de plasticité synaptique, un gène qui s'exprime et qui permet de réorganiser les synapses et qui est lié à la mémorisation. Pour le coup, ce gène-là, eh bien, il s'exprime moins dans les souris exéniques. Or, on sait très bien qu'elles apprennent moins vite. Notamment, elles mettent beaucoup plus de temps à découvrir qu'en appuyant sur le petit bouton rouge, il y a de l'eau qui sort. Il leur faut 8-10 jours de plus, parce qu'elles mémorisent moins bien. Je n'ai pas dit que c'est parce qu'elles expriment moins ça. Je veux juste dire qu'on voit que cette expression génétique va bien dans le cadre de ce syndrome d'apprentissage réduit, et globalement, c'est encore une preuve que le système nerveux ne fonctionne pas pareil
selon qu'il a ou n'a pas rencontré de microbiote. Alors, évidemment, la question qui se pose, c'est de savoir nous. Parce qu'on n'est pas des souris, on n'est pas des vaches, d'accord? Et pour l'instant, il y a eu beaucoup de souris et beaucoup de vaches. Alors nous vivons dans un monde occidental où, en une cinquantaine d'années, nous avons réussi, par les méthodes de l'hygiène moderne, à limiter extraordinairement la propagation des maladies contagieuses. Mais dans le même temps, nous vivons dans un monde occidental où explose tout un tas de maladies modernes. Ces maladies modernes sont des maladies de 3 types. Il y a un premier type qui est à l'écran ici avec le diabète de type 1, mais il y a aussi le diabète de type 2 ou l'obésité, qui sont des maladies du métabolisme. Le deuxième type de maladie, c'est les maladies du système immunitaire, qui surréagit ou bien ou attaque le soi, attaque l'organisme lui-même. Maladies auto-immunes et asthme sont des maladies en pleine expansion. Pour l'asthme, depuis les années 2000, on compte qu'en Europe occidentale, il a été multiplié, il a augmenté de 40% en moins de 20 ans. C'est énorme. Et puis on a un troisième type de maladie qui n'est pas à l'écran, qui sont des maladies du comportement. Alors si je poussais le bouchon un peu loin, je vous parlerais de la dépression et du burn-out, mais ça c'est encore assez hypothétique. Je vais surtout vous parler de l'autisme, multiplié par 3 en 10 ans en Europe occidentale. Pas au fin fond de l'Afrique, ok, et en Europe occidentale, plus en ville que dans la campagne. Attention à ça, c'est des moyennes tout ça, et c'est valable à certains endroits. Alors, ces maladies, aujourd'hui, on sait que c'est des maladies complexes. Je ne suis pas en train de vous révéler la cause unique de toutes ces maladies, mais on sait qu'elles sont toujours associées au fait que les individus malades n'ont pas le même microbiote que les individus ne présentant pas les symptômes. Je ne dis pas les individus sains parce qu'ils sont sans doute malades d'autre chose. Personne n'est vraiment sain. Nous sommes tous des malades en attente de révélation de leurs symptômes. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas le même microbiote, on n'a pas exactement les mêmes espèces, et même, on a surtout une diversité moindre dans les individus malades. Alors ça, c'est intéressant. Mais vous allez me dire, est-ce que c'est une cause ou une conséquence? Eh bien, quand on donne le microbiote d'individus atteints de symptômes à des souris axéniques, on s'aperçoit qu'elles tendent à présenter des symptômes de diabète, elles tendent à présenter des symptômes d'obésité, elles tendent à présenter des symptômes d'interaction moindre avec les partenaires de la cage, donc des symptômes comportementaux liés aux relations interindividuelles. Alors évidemment, tout ça, ça ne prouve pas grand-chose parce que c'est que des souris, mais ça veut dire quand même qu'il se passe quelque chose. Et puis on a des expériences, et alors là, je pèse mes mots, dans toutes les maladies que j'ai citées, on a des expériences qui montrent que quand on donne à un individu malade les microbes d'un individu qui ne présente pas les symptômes, eh bien, les symptômes en question chez l'individu malade régressent. Alors, ils régressent pas complètement. Pour le diabète, vous avez des réponses à l'insuline qui augmentent de 30% maximum. Bon, c'est pas terrible, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une régression, et ce qui est intéressant, c'est que cette régression est associée à l'installation de la flore des individus sains. Mais au cours du temps, petit à petit, les symptômes reviennent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils reviennent en parallèle du fait que petit à petit, au cours du temps, le microbiote lié à l'état morbide se réinstalle, reprend la main, et les proportions et la diversité microbienne changent. Vous y êtes? Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est des maladies qui ont des déterminismes très complexes. Le microbiote joue un rôle, mais l'environnement ou la génétique, d'autres facteurs sont aussi présents. Je ne suis pas réductionniste ici, mais vous voyez qu'un des facteurs, c'est le microbiote. Et ça ouvre 2 espoirs. Le premier, c'est des diagnostics précoces, où on verrait l'arrivée de la maladie avant qu'elle se déclare par ses symptômes. Et ça, on sait que le microbiote change avant que les symptômes n'apparaissent. Diagnostic. Et puis deuxièmement, à terme, peut-être, des microbes rectificateurs. On en est loin encore, parce que ces microbes, ils auront sans doute des effets secondaires négatifs, et donc on est en plein dans l'exploration de microbes comme médicaments. Donc ce n'est pas pour demain. Et je vous ferai observer que tous les microbes en vente en pharmacie sont en parapharmacie. Donc c'est comme les crèmes de beauté. Ok, c'est des trucs, on ne sait pas trop ce qu'ils font, et on espère qu'ils ne font pas trop de mal. Ok ? Il n'y a que 2 préparations qui ont subi une homologation et qui sont vraiment des médicaments, c'est l'ultralevure et le Bactéol du laboratoire Pilège, qui sont 2 produits
pour lesquels on a un dossier médical, on sait qu'il n'y a pas d'effets secondaires, on sait quels sont les effets positifs. C'est les 2 seuls probiotiques disponibles en France. En tout cas, homologués comme médicaments. Pour les autres, eh bien, on est dans le flou et on a bien du mal à envisager comment on va avancer pour vraiment avoir des protocoles d'études pour les valider. Bien, en tout cas, il est urgent de prendre en compte le fait que ces maladies commencent à embêter beaucoup de gens, 25% des Occidentaux autour de 2025. Il est urgent de penser à ça. Et en fait, il est urgent, en réalité, de retrouver une saleté propre. Alors, ce mot n'est un paradoxe que pour ceux qui ne sont pas biologistes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la saleté, il y a 2 choses derrière. Il y a ce qui est sale biologiquement, c'est-à-dire par rapport à la santé. Et puis, il y a ce qui est sale culturellement, c'est-à-dire ce qu'on accepte ou ce qu'on n'accepte pas. Aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés où les gens prennent couramment jusqu'à 2 voire 3 douches par jour. Et des douches savonnées. Ça, notre microbiote de la peau, il n'est pas sélectionné pour ça. Notre microbiote de la peau, il a fonctionné pendant des millions d'années sans douche. Et je crois que le dernier bain qu'ont pris mes ancêtres avant l'invention de l'eau courante, c'est quand c'était encore des poissons. D'accord ? Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se laver. Ça veut dire qu'il faut se laver assez pour éviter les maladies, mais pas trop pour ne pas chasser en même temps ceux qui sont les écrans contre les maladies. La saleté propre, c'est réaligner le code culturel avec l'impératif d'hygiène, l'impératif sanitaire. Et ça, c'est vous, enseignants de biologie, qui pouvez le faire. Personne d'autre n'ira porter ce message. Que les savons avec bactéricides, sauf raison médicale, c'est mauvais. Que les douches savonnées trop fréquentes, c'est mauvais. Que les aliments trop stérilisés et ne pas manger cru, c'est mauvais. Qu'empêcher un enfant de mettre ses doigts dans la bouche, il faut voir ce qu'il a mis dans ses mains avant. Mais empêcher un enfant de mettre ses mains dans la bouche, c'est mauvais. Enfin, c'est mauvais. Ça ne permet pas d'améliorer la santé. Après, c'est comme tout, c'est pas forcément très bon non plus. Et là, on est encore à tâtonner, mais il faudra retrouver ce degré de saleté, de contamination microbienne, qui est plus propre à nous maintenir en bonne santé que l'absence de contamination. Après la pause, je vous montrerai à quel point nous sommes profondément dessinés pour être colonisés. Et je vous parlerai de ça. Alors,